Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode des suppléments, le contenu annexe supplémentaire que je crée en parallèle de mes vidéos sur YouTube. Et justement, ce quatrième épisode, il vient en complément de la dernière vidéo qui a été postée la semaine dernière sur la chaîne, et dans laquelle on a parlé des débuts de l'islam, on a surtout parlé plus précisément de l'époque du prophète Muhammad et de son successeur, Abu Bakr. On a vu surtout comment une foi prêchée par un seul homme avait pu se transformer en seulement 20 ans en une vaste communauté, prenant quasiment les contours d'un état et dominant une région déjà très vaste, l'Arabie. Et étudier les débuts de l'islam, la façon dont le message religieux de Muhammad s'est diffusé et comment les musulmans ont réussi à s'imposer aussi rapidement, eh bien c'est une étape essentielle si votre but aujourd'hui est de comprendre l'histoire de l'islam, qu'elle soit religieuse ou politique, et surtout de la comprendre de la manière la plus fine et sérieuse. Et justement, si je vous dis ça, c'est parce que cette période est extrêmement trouble d'un point de vue historique, dans le sens où les textes dont dispose l'historien, eh bien ils sont bien souvent tardifs, rédigés dans un contexte précis qui n'a rien à voir avec celui du 7e siècle et de l'époque de Muhammad. Mais le problème, eh bien, c'est que cette période déchaîne en quelque sorte les passions, parce qu'elle est à la fois survalorisée et dans le même temps, elle est au contraire critiquée de manière extrême. Et comme vous le savez, quand les passions s'en mêlent, quand nos propres émotions prennent le dessus, on perd forcément en lucidité, en objectivité, et on est incapable de prendre de la hauteur, comme devrait le faire, idéalement bien sûr, un historien. Alors d'abord, cette période est survalorisée, et ceci notamment par une partie des musulmans. Et ça c'est tout à fait logique, parce qu'elle concerne l'époque fondatrice de l'islam et la vie de Muhammad, le prophète central de la religion musulmane, considéré comme le sceau de la prophétie, le dernier d'une longue lignée de prophètes. Prophètes que l'on retrouve au passage à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme. Et pour les musulmans, comme pour d'autres croyants, c'est pas exclusif aux musulmans, l'époque de Muhammad, et plus largement du 7e siècle, représente la période où l'islam aurait été le plus pur, où les musulmans auraient développé une foi sincère, sans les altérations successives qui sont apparues ou qui sont censées apparaître au fil des siècles. Ces premiers musulmans exemplaires, la tradition les appelle les salafs, les prédécesseurs, des personnes que l'on doit imiter au maximum pour se rapprocher le plus possible du véritable islam. C'est d'ailleurs de là que découle le terme de salafisme. Autrement dit, dans cette conception, plus le temps s'écoule, plus on s'éloigne de l'époque du prophète Muhammad, et plus l'islam perdrait en force, en valeur, et plus la foi des musulmans serait faible. C'est notamment ce que soulignerait ce hadith présent chez Al-Bukhari et Muslim, où le prophète aurait affirmé, je cite, « que les meilleurs des hommes sont ceux de ma génération, puis ceux qui viennent après eux, et ceux encore qui viennent après eux. » Autrement dit, les musulmans les plus exemplaires correspondraient aux 3 premières générations de l'islam. Il en résulte donc une certaine idéalisation religieuse de cette période, une vision qui, bien évidemment, peut nuire au travail de l'historien, puisqu'elle apparaît comme un filtre entre le chercheur et son objet d'étude. Mais je me permets quand même d'insister sur un point qui pour moi est quand même très important, on peut très bien être musulman et savoir prendre de la hauteur par rapport à la tradition islamique, pour adopter une approche qui soit la plus scientifique possible. Mais pour moi, le plus grand problème, eh bien il est pas là. Il est plutôt dans cette sorte d'hystérie qui entoure parfois l'histoire des débuts de l'islam et de la vie du prophète Muhammad, et qui là encore empêche toute prise de recul. Parce qu'on a bien vu dans la vidéo principale que le prophète Muhammad et les premiers musulmans se sont imposés dans un contexte de guerre, ce qui suppose bien sûr l'usage de la violence. Or, certaines personnes vont se servir de ces événements pour critiquer l'islam et démontrer que la religion musulmane serait fondamentalement violente, voire même barbare, puisque des actes guerriers ont été commis dès l'époque même de sa fondation, du vivant même du prophète Muhammad. Et souvent l'exemple que l'on va prendre, eh bien c'est les relations entre les musulmans et les juifs, et notamment les tribus des Banu Nadir, des Banu Qaynuqa et surtout des Banu Qurayza, dont une partie a été exécutée après la bataille du Fossé. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, encore une fois je vous invite à visionner la vidéo principale postée il y a à peine une semaine sur la chaîne. Sauf que tous ces discours, tous ces combats idéologiques autour de cette période sont à l'opposé de ce que devrait être et faire l'historien. Dans le sens où ces personnes ne partent pas des textes ou des vestiges archéologiques qui nous permettent d'étudier cette époque, mais de leurs propres convictions, de leurs propres croyances. Des croyances que l'on essaye de rendre tangibles en tentant d'en trouver la preuve dans les textes. Or, au contraire, l'historien honnête commence d'abord par les textes. Il a peut-être une opinion, une idée, mais ce n'est pas elle qui doit guider ses recherches, auquel cas sa lecture des sources pourrait être biaisée. En plus de ça, on a conscience aujourd'hui que l'histoire des débuts de l'islam, et notamment de l'époque du prophète Muhammad, est extrêmement floue, parce que les textes dont on dispose sont bien souvent tardifs, la plupart étant écrits 100 ans, et même plutôt 200 voire même 300 ans après les faits. Ce qui suppose qu'il ne faut pas prendre ces sources pour argent comptant, et qu'il est donc primordial de les analyser avec un esprit critique. C'est seulement par ce travail, et en comparant ces textes les uns avec les autres,
que l'on peut parvenir à une compréhension beaucoup plus fine, mais qui reste quand même très partielle, de l'histoire des débuts de l'islam. Et c'est donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui dans ce 4e épisode des suppléments, en compagnie de l'invité du jour, Guillaume Di, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles et spécialiste des débuts de l'islam et plus précisément du texte coranique. D'ailleurs, pour ceux à qui ce nom dirait quelque chose, c'est parce qu'il est le co-directeur d'un ouvrage très connu, on en a parlé dans la vidéo principale, qui est sorti assez récemment et qui a pas mal fait parler de lui, c'est le Coran des historiens, dans lequel de nombreux chercheurs partagent leurs travaux sur le texte coranique, mais aussi surtout le contexte qui entoure sa rédaction. Donc si vous voulez découvrir ce nouveau contenu et disposer des bases pour en apprendre plus sur les débuts de l'islam, de manière efficace et surtout scientifique, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description. Et maintenant, je vais laisser parler Guillaume Di, qui va vous présenter les enjeux de ce sujet, et surtout les principales sources dont dispose aujourd'hui l'historien, pour étudier l'époque du prophète Muhammad. Donc bonjour Guillaume Di, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes également cofondateur et co-directeur du Early Islamic Studies Seminar, et ça j'ai oublié de le dire dans la vidéo principale, mais je le dis maintenant. Donc bonjour monsieur Guillaume Di. Bonjour. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au début de l'islam, voilà, c'est une période extrêmement intéressante et extrêmement importante. Et le problème avec cette période, c'est qu'on a une divergence entre ce que nous dit la tradition islamique et ou plutôt la manière dont travaille l'historien et le regard qu'il va porter sur les sources, notamment islamiques. Et en plus de ça, on a une évolution dans le discours et dans la manière d'étudier, du point de vue des historiens, d'étudier cette période. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ces études et sur leur évolution et sur les problématiques aussi que rencontre l'historien par rapport aux sources islamiques ? Alors, c'est un vaste sujet, mais déjà, ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que cette différence, ce fossé qu'il peut y avoir entre la manière dont les historiens écrivent l'histoire et ce que l'on peut trouver, par exemple, chez les fidèles d'une religion donnée, et notamment quand il s'agit de la période des origines, ce type de désaccord, il est extrêmement courant, il n'est pas spécifique à l'étude de l'islam. Si vous lisez les travaux des historiens spécialistes des débuts du christianisme et les comparez à ce que les chrétiens, ou les chrétiens moyens, je dirais, connaissent ou croient sur cette période, les différences seront également spectaculaires. Ce qui est vrai, c'est que depuis quelques décennies, pour tout un ensemble de raisons, la manière dont les historiens écrivent l'histoire des débuts de l'islam a changé et a permis de se trouver dans une position qui est assez curieuse, qui est que des choses que l'on pensait connaître très bien auparavant et que les historiens du passé, qui se fondaient essentiellement sur les récits de la tradition islamique, pensaient très bien connaître. Par exemple, l'idée que l'on pouvait écrire une biographie extrêmement complète et fournie de la vie de Muhammad, est aujourd'hui quelque chose qui n'est plus le cas. Je veux dire, les historiens aujourd'hui se rendent compte que, en réalité, les sources que nous avons, par exemple, pour écrire la vie de Muhammad, sont beaucoup moins fiables que nous ne l'espérions. Et finalement, la manière dont on écrivait l'histoire auparavant, essentiellement en se fondant sur les chroniques islamiques de l'époque abbasside, également sur les commentaires du Coran ou aussi de l'époque abbasside, n'est plus de mise aujourd'hui, où l'historien a plutôt tendance à privilégier, ou plutôt à prendre en compte une diversité de sources différentes, et à privilégier les sources les plus anciennes et également les sources relevant de la culture matérielle. Est-ce que vous pouvez nous lister peut-être un peu plus en détail encore, vraiment de faire une liste des sources principales et pourquoi elle pose problème? Par exemple, on a parlé des sources abbassides, il y a un grand décalage chronologique entre cette période du 7e siècle et le 9e siècle ou même le 10e siècle où sont rédigées les sources abbassides par exemple. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ces sources islamiques qui, pourtant, paraissent extrêmement détaillées et riches, posent problème? Alors, la première chose, c'est évidemment qu'elles sont tardives par rapport aux événements qu'elles sont censées rapporter. On est sur plus d'un siècle et demi, parfois 2 siècles. Ensuite, ces sources, la transmission du contenu de ces sources s'est fait essentiellement de manière orale. Et on sait très bien que la transmission orale permet et conduit à des modifications substantielles en termes de contenu transmis. Ces sources également sont connues
cette transmission également s'est opérée dans un contexte d'extrêmes bouleversements sociaux et géographiques, puisque si l'on prend par exemple la question de la vie de Mohammed, l'objet, on va dire, dont parlent ces sources, c'est quelque chose qui est supposé se passer à la Mecque et à Médine, mais les sources que nous connaissons, elles sont transmises, je dirais, dans la Syrie ou l'Irak plus tardif, donc avec un changement radical des cadres sociaux et géographiques. On sait très bien, dans le cadre de la mémoire culturelle, que plus les cadres sociaux et les repères géographiques changent, moins la mémoire culturelle a des chances de conserver le passé, pour la bonne et simple raison que la façon dont la mémoire travaille, ça consiste à adapter finalement, à mettre à jour les souvenirs par rapport au contexte présent dans lequel on se remémore les choses. Et puis par ailleurs, ces sources, elles sont, je dirais, elles apparaissent dans des contextes de compétition et de conflit entre diverses factions religieuses, tribales ou politiques en islam, et donc elles sont utilisées aussi pour faire avancer des projets, je dirais, particuliers. Donc elles ont des biais assez manifestes qu'on peut aisément finalement repérer. Pour dire les choses en un mot, ces sources, on va dire, d'époque abbasside, qui nous parlent de Mohammed et des débuts de l'islam, qui nous parlent du 7e siècle, en fait, pour l'essentiel, il y a quelques exceptions sur lesquelles on reviendra peut-être, mais pour l'essentiel, très souvent, elles nous renseignent davantage sur la manière dont les musulmans du 9e siècle se comprenaient que sur les événements du 7e siècle. Et cet écart, évidemment, considérable, a conduit les historiens également en notant que ces sources islamiques sont extrêmement diverses elles-mêmes. C'est un point sur lequel il faudrait peut-être insister, mais quand on parle du récit traditionnel, on parle simplement de la synthèse de quelques récits qui a été faite à travers l'histoire, et notamment dans l'islam sunnite, à partir d'une certaine époque. Mais vous avez même dans la tradition islamique énormément d'avis divergents qui ont été plus ou moins, on va dire, oubliés dans la mémoire culturelle, justement, mais qui nous donnent aussi des indications différentes. Donc, en réalité, on a un foisonnement de traditions divergentes qui peuvent vous donner, par rapport à une même question, des réponses très diverses. Dans certains cas, vous avez une sorte d'unanimité des sources. Par exemple, la plupart des sources islamiques vous diront que Mohammed avait eu 4 filles. Combien a-t-il eu de fils? Eh bien, si vous allez chercher dans les sources et que vous lisez l'ensemble de la documentation, vous trouverez des réponses totalement différentes, qui vont de 2 à 10, par exemple. Voilà. Et donc là, l'historien est un peu démuni, à la fois à cause du caractère tardif des sources, de leur caractère biaisé, et également, à l'intérieur même de la tradition islamique, de leur caractère extrêmement contradictoire. D'accord, très bien. Donc je pense que vous l'aurez un petit peu compris, il y a beaucoup de travail à faire, on aura vraiment beaucoup de travail, d'analyse à mener. C'est pour ça que ce contenu il sera très intéressant et il sera assez dense, mais très intéressant, j'espère en tout cas, et je le pense. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez directement cliquer sur le premier lien dans la description, ou sinon, vous pouvez attendre juste après ce petit entracte, parce que je vais vous présenter un petit peu l'organisation et la présentation de ce contenu. Donc on se retrouve juste après pour la présentation. Pour finir donc, je vais vous présenter un petit peu comment s'organise le contenu. D'abord, l'entretien se divisera en 2 parties. La première où on parlera des sources en elles-mêmes, et une seconde où on fera un focus sur les relations entre les musulmans et les juifs. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui crispe pour moi beaucoup les tensions, et selon moi, il est vraiment nécessaire de vous présenter une vision qui vous permette d'aborder la question avec beaucoup plus de nuances et donc de sérieux. Ensuite, cet entretien est disponible en 2 versions, soit dans le format vidéo, le format classique, dans lequel je vais vous aider à mieux comprendre le déroulé de l'entretien en vous affichant par exemple des images ou en faisant apparaître des mots-clés ou des noms importants, comme vous en avez déjà l'habitude sur ma chaîne YouTube. Mais vous pouvez aussi suivre cet entretien en audio téléchargeable dans un format podcast pour l'écouter par exemple au cœur de vos trajets quotidiens, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de monde qui en ont pris l'habitude. Et c'est aussi notamment pour cela que tout le vocabulaire est présent dans un fichier texte que vous pourrez bien sûr télécharger. Enfin, ce contenu est disponible pour un prix que j'ai fixé à 5 €, un montant que j'ai voulu assez modeste, mais qui puisse être à la fois profitable pour vous et pour moi. Donc si vous êtes intéressé, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le premier lien dans la description et de suivre simplement les étapes successives.
Sur ce, eh bien j'espère que cette introduction vous aura déjà ouvert quelques pistes de réflexion, et puis pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, j'espère que ce contenu vous plaira, et je vous invite bien sûr à me faire part de vos retours, alors soit sur la plateforme de Podia, soit directement en commentaire de cette vidéo. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine, et comme toujours, portez-vous bien.